Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Il est l'heure mon senior. Je suis ravie de vous retrouver. C'est une émission qui met à l'honneur bien sûr les seniors, mais aussi les aidants. Et nous parlerons de toutes les initiatives qui se déroulent dans notre département de la Loire. Et au sommaire, rencontre avec le gagnant de Lego Master, c'est ce jeu télévisé qui a été remporté par un binôme. L'un d'eux est ligérien et nous l'avons rencontré. Nous parlerons bien sûr de sa passion pour les Lego, mais soyez attentifs parce que le Lego c'est aussi une activité qui met en avant les capacités cognitives. Nous en parlerons largement avec une ergothérapeute. Découverte d'un tiers-lieu au sein de l'accueil de jour à l'OS, ça se situe au Chambon-Feugerolles. Ce lieu permet à différents publics qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, de se rassembler et de se retrouver dans un moment convivial. Nous parlerons de la sécurité routière et comment bien vivre ensemble sur la route, que l'on soit à pied, à vélo, en trottinette et bien sûr en voiture. Premier pas en généalogie, immersion au sein d'un atelier découverte, ça se passe aux archives départementales de la Loire. Notre première invitée, bonjour, vous êtes Chantal Noirfalise, vous êtes ergothérapeute, vous êtes salariée au sein d'une entreprise reconnue d'utilité sociale qui s'appelle Merci Julie. C'est un service qui permet en fait aux seniors de bien vieillir sereinement chez soi, à la maison. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est que l'ergothérapie ? Alors, l'ergothérapeute, c'est un professionnel de santé qui intervient auprès des personnes qui sont en situation de handicap. Et je dirais la mission principale de l'ergothérapeute, c'est d'apporter le plus d'indépendance et d'autonomie possible à la personne dans son quotidien. Donc vous accompagnez, Chantal Noirfalise, des personnes qui sont en situation de handicap ou des personnes âgées un petit peu pour les stimuler. Est-ce que le Lego, ça fait partie, j'ai envie de dire, des activités que vous proposez à ces personnes ? On peut effectivement proposer l'activité de Lego. Si par exemple la personne aime faire du Lego, ça a du sens pour elle de faire du Lego, on peut effectivement proposer ça pour travailler tout un tas de choses avec elle. On va en reparler de tout ce tas de choses, on va en reparler après ce reportage. Je vous propose de regarder, on a rencontré ce Ligérien qui a remporté l'émission Lego Master 2024. Je vous propose de l'écouter. Je m'appelle Bertrand Barbe, j'ai fait Lego Master saison 4, que j'ai gagné avec mon binôme Augustin. C'est parti. Il va avoir 5 ans pour mon premier Lego. C'est un petit garage rouge que j'ai toujours d'ailleurs. Après, je me suis fait offrir des Lego à chaque fois, à chaque vacances. J'adorais ça, chaque cadeau, chaque anniversaire, chaque Noël. Et en fait, j'ai jamais arrêté le Lego, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai commencé à 5 ans et on va dire qu'aujourd'hui, à 50 ans, je suis encore dedans. Nous, on appelle ça le Dark Age. On a beaucoup de langage chez les AFOL, les adultes fans of Lego. En fait, on part du principe que le Lego, à 16 ans, 15 ans, 16 ans, on en a un peu honte parce qu'on se dit c'est le jouet d'enfant, surtout nos générations, etc. Et on arrête le Lego. Et donc, du coup, on s'y revient quand on a une trentaine d'années, quand on a des enfants, ou qu'on découvre les gammes Lego pour adultes qui sont de plus en plus vendues. Ce sont des créations, d'ailleurs dans le langage AFOL, on appelle ça des mock, my own creation. Il y a aussi des mods, my own deformation, c'est-à-dire quand on prend une boîte et qu'on la modifie. Là, on est à l'échelle de la gamme Archie. L'ange, c'est une petite pince de personnage. C'est-à-dire que si on regarde, ce sont les pinces à barbecue et autres des personnages. La grande question, c'est est-ce que ça prend beaucoup de place? Oui, ça prend beaucoup de place. En effet, le Lego, c'est volumineux. Le truc est de construire des maquettes qui sont faciles à mettre dans des caisses carrées pour pouvoir les empiler dans un local X ou Y. J'ai même des copains qui en sont à avoir une cabane de jardin au fond du garage pour pouvoir mettre les Lego hors d'eau, hors d'air dans des caisses. Et voilà, on est dans ma cave. Alors, il y a une petite partie, tout n'est pas là. Il y a surtout en fait le vrac, ce qu'on appelle le vrac, c'est tout simplement en fait les petits éléments que j'essaie de trier à peu près logiquement. Donc là, les petits ustensiles, les petits bateaux, les petites choses comme ça, la végétation, tout ce qui a lien avec l'architecture, les piliers, les fenêtres. Et puis après, c'est par couleur. On essaie beaucoup de gens font que la couleur. Moi, j'aime bien les deux, le mélange des deux. Donc après, voilà, les pièces noires, les pièces rouges, les pièces blanches. Et puis après, on peut piocher dedans, c'est assez sympa.
Quand j'ai le courage, je les mets en sachet avec différentes typologies. Par exemple, les pièces techniques sont dans des sachets à part pour pouvoir pas les manger. Et puis voilà. Pour le coup, quand on fait justement des projets, bah voilà, typiquement voilà, avec les boîtes de bonbons, bah là c'est un projet, je vais essayer de faire une gare, j'ai pas encore toutes les pièces. Donc petit à petit, chaque fois je récupère des pièces, hop, je rajoute dans les boîtes. Et quand j'aurai toutes les pièces, je pourrai monter mon modèle. Alors, il existe pour ceux qui sont fans de Lego un petit logiciel gratuit qui permet de dessiner, de préparer ses maquettes. Il s'appelle Bricklink. Il est téléchargeable gratuitement, il est très simple. C'est une espèce de grande base de données avec toutes les pièces, des plateaux, et on met ces pièces comme si on les avait en vrai. Ce qui permet de modéliser. Ce site Bricklink a été créé par des passionnés comme nous qui se sont dit, tiens, on va faire un site d'échange de pièces de Lego. Donc c'est des particuliers ou des professionnels qui vendent des pièces Lego à des prix défiant toute concurrence. On peut avoir des pièces à 10 fois moins cher que les pièces qu'on achète chez Lego. Grosso modo, je dois avoir 3 mètres cubes de Lego empilés. Alors je ne vous montre pas tout le reste, c'est dans des caisses, ça tient au centimètre près. Mais voilà, comme je fais en plus les expositions, j'essaie d'optimiser pour que ça rentre dans la voiture. Le Lego, on l'a vu, hein, c'est une passion pour ce monsieur. Mais vous, en tant qu'ergothérapeute, vous l'utilisez à des fins médicales, j'ai envie de dire. Alors oui, on peut utiliser le Lego à des fins médicales, déjà pour travailler la motricité fine chez le patient, puis aussi pour travailler les fonctions cognitives, donc tout ce qui est lié au cerveau. Par exemple, on va solliciter, quand on fait du Lego, on va solliciter ce qu'on appelle l'attention. Donc l'attention, c'est je dois être concentré sur mon activité pour pouvoir atteindre mon objectif. On va solliciter aussi ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc comme par exemple la planification. C'est-à-dire que je pars d'un tas de briques, il va falloir que mon objectif, c'est d'avoir un seul objet. Et donc, il faut que je planifie les étapes pour atteindre cet objectif. Et puis, on va solliciter aussi, par exemple, les capacités visuospatiales. C'est-à-dire que je pars d'un dessin en 2D et il faut que ce dessin il finisse en objet 3D. Et donc là, on va solliciter ces capacités-là. Est-ce qu'il y a d'autres activités que le Lego qui sollicitent tout ça, la motricité, la concentration, la mémoire? Alors, il y a tout un tas d'activités, effectivement, qui sollicitent la motricité fine et puis les fonctions cognitives. Nous, ce qu'on fait en général en tant qu'ergothérapeute, c'est qu'on essaye de trouver des activités qui sont signifiantes pour la personne, qui ont du sens. Quand on travaille avec les seniors, alors sans être caricatural, mais chez les dames, on a des dames qui aiment bien faire du tricot, par exemple, qui aiment bien faire de la couture. Alors actuellement, il y a aussi quelque chose qui est assez à la mode, que j'ai vu en EHPAD, c'est ce qu'on appelle le diamond painting. Donc c'est comme du point de croix, sauf que c'est des petites perles de résine qu'on va venir positionner sur un support pour avoir une image après. Et donc là, on va vraiment travailler la pince, puisqu'on va utiliser comme une pince à épiler pour venir chercher les perles. Et puis après, pour les hommes, on va souvent voir des gens qui vont faire du bricolage, du jardinage. Et puis aussi, il y a les jeux de cartes qui travaillent beaucoup, qui stimulent beaucoup les fonctions cognitives. Je le disais en introduction, vous êtes ergothérapeute au sein d'une entreprise reconnue d'utilité sociale qui s'appelle Merci Julie. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement cette entreprise ? Oui. Alors Merci Julie, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et qui a pour mission d'assurer l'adaptation et la sécurisation du logement des personnes, des seniors. Ceci pour répondre à un objectif aux enjeux démographiques actuels et futurs qui sont l'augmentation de la population âgée. Donc Merci Julie, c'est 70 salariés aujourd'hui, dont environ 60 ergothérapeutes qui sont répartis sur toute la France. Et donc ces ergothérapeutes interviennent au domicile des personnes pour faire des propositions d'aménagement, des préconisations. C'est là où je voulais en venir. Dans ces cas-là, quand vous, personnellement, vous arrivez chez la personne âgée, comment ça se passe ce premier rendez-vous en fait, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous analysez, de quoi vous discutez avec la personne? Alors, je dirais que le rendez-vous, il se fait peut-être en 2 temps. Le premier temps, c'est on va évaluer les capacités de la personne et les difficultés qu'elle peut avoir dans son quotidien. Donc, on va lui poser tout un tas de questions. Est-ce qu'elle a des difficultés pour aller faire ses courses, par exemple? Est-ce qu'il y a des difficultés aussi pour se laver? Est-ce qu'on va regarder aussi sa façon de marcher, de se déplacer dans le logement? Et une fois qu'on a évalué les capacités de la personne, on va lui demander de faire le tour du logement pour voir si ce logement il est adapté ou pas aux capacités qu'on a évaluées initialement. Et du coup, l'ergothérapeute, il a, je dirais, plusieurs
corde à son arc pour répondre aux problématiques des personnes. On peut répondre par la préconisation de ce qu'on appelle des aides techniques. Donc ça peut être par exemple un réhausseur de toilette, par exemple, quand la personne nous dit j'ai du mal à aller aux toilettes parce que j'ai du mal à me relever. Donc on va mettre un réhausseur qui permet de gagner 10 cm. Et là, vous en avez apporté par exemple Exactement. des aides techniques. Qu'est-ce que vous avez apporté sur la table? Qu'est-ce que vous pouvez nous montrer qui peut aider nos téléspectateurs? Ouais. J'ai apporté, alors ça c'est un tapis anti-glisse qui permet à quelqu'un, par exemple, qui serait hémiplégique, donc qui peut utiliser qu'une seule main, de pouvoir ouvrir sa bouteille avec une seule main. Et donc, voilà, hop. Voilà, ça permet à la bouteille de ne pas glisser, ça permet de ne pas glisser. On peut la positionner aussi sur une assiette. On peut positionner... Un tapis antidérapant. Voilà, un tapis antidérapant. Les pots de crème aussi. Bien sûr. On peut utiliser ça. Après, j'ai emmené... donc ça, c'est un handibar. D'accord. Ça positionne au niveau de la portière du véhicule. Un peu plus haut, voilà, comme ça. Au niveau de la portière du véhicule. Et ça permet aux personnes qui sont en difficulté pour sortir du véhicule d'avoir un appui pour pouvoir se sortir du véhicule. Et puis la dernière technique que j'ai emmenée là, c'est un support qu'on peut rajouter à une tasse, ce qui permet d'avoir 2 anses au niveau de la tasse. Mais alors, comment nos seniors, comment nos téléspectateurs qui auraient besoin de toutes ces aides techniques, à qui peuvent-elles faire appel en fait? Comment ça se passe pour bénéficier de tout ça? Alors, sur le département de la Loire, on a un accord avec la conférence des financeurs qui nous permet d'intervenir chez les personnes qui ont plus de 60 ans et de faire une évaluation ergothérapique au sein de leur domicile, comme ce que j'ai décrit juste avant. Et donc ce projet-là, il s'appelle l'Ergotech 42. Et l'intérêt de l'Ergotech, c'est que donc on vient au domicile de la personne. À l'issue de cette rencontre, il y a un compte rendu qui est rédigé de la part de l'ergothérapeute. Et il y a un suivi derrière, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas la personne seule avec son compte rendu. On l'appelle régulièrement. On peut la mettre aussi en contact avec les partenaires de l'écosystème local, avec des assistantes sociales, avec des évaluateurs APA, etc. L'Ergotech, l'intérêt aussi de l'Ergotech, c'est qu'on a un stock d'aides techniques. Quand je vais au domicile des personnes, dans ma voiture, j'ai tout un tas d'aides techniques. Et quand j'interviens à leur domicile, si je me rends compte, par exemple, qu'il y aurait besoin, alors je parlais tout à l'heure du réhausseur de toilette, s'il y a besoin d'un réhausseur de toilette, j'ai un réhausseur de toilette dans ma voiture et je le mets en place au domicile de la personne sans reste à charge pour le bénéficiaire. C'est important ça. Ouais, et ça, c'est vraiment dans le cadre de l'Ergotech qu'on a mis ça en place. Et vous le disiez juste en amont, c'est important peut-être de le redire. Pour avoir un ergothérapeute à la maison qui vienne voir, c'est souvent l'écosystème, vous disiez un petit peu le territoire, comme les assistantes sociales, l'AFPA, c'est ça vous Alors disiez? il y a l'assistante sociale, il peut y avoir aussi les évaluateurs APA. Il peut aussi y avoir, et souvent aussi, les services de soins à domicile, les SIAD, les SAD, qui vont régulièrement chez les personnes qui peuvent faire appel à nous. Après, les gens peuvent faire appel à nous aussi directement. Donc il y a ces deux voies-là. Très bien. En tout cas, c'était très intéressant de découvrir à quoi sert, quel est le rôle de l'ergothérapeute. Je vous remercie, Chantal Noir-Falise. Merci beaucoup. Merci. Permettre à des publics qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer, de se retrouver, d'être ensemble afin d'échanger, et tout cela dans un lieu convivial. C'est le projet lancé par l'accueil de jour qui s'appelle ALOS, qui est situé au Chambon-Feugerolles et qui accueille quotidiennement des personnes atteintes de troubles cognitifs. Partageons-nous, c'est le nom du projet mis en place par l'établissement, des personnes en situation de handicap, des seniors. Tout le monde se rassemble pour discuter autour d'un moment convivial. Regardez en images. Réunir dans un même lieu des personnes de tout âge et de tout horizon, c'est ce que Audrey Pécolo a mis en place depuis juin 2023, ici, au Chambon-Feugerolles, à l'association ALOS. Mais alors, quel en est l'objectif ? Sous couvert de faire une grande œuvre collective, de pouvoir faire de la remédiation cognitive avec les usagers. Et de fil en aiguille sur ce lieu, en fait, on s'est dit qu'on pouvait créer une dynamique de territoire. Donc, on a fait participer un ESAT, un centre social,
On y a inclus les enfants du personnel et en fait le projet a pris une toute autre ampleur. Donc au lieu de faire juste une fresque, on a fait plusieurs éléments et on s'est dit qu'on allait refaire carrément une salle complète en y incluant d'autres choses. C'est très intéressant d'abord parce qu'on fait appel à différents services ou structures du territoire qui ont justement vocation sociale et nous sommes un établissement médico-social, donc c'est très important de pouvoir échanger. Nous avons à cœur de bien se connaître les uns les autres pour être encore une fois au plus près des besoins de chacun. Voilà, donc ça nécessite la fabrication d'un gabarit pour qu'elle soit vraiment tout identique, sinon on se retrouve avec des choses qui sont moins sympas. Aujourd'hui, on réceptionne les meubles qui ont été fabriqués par les travailleurs de l'ESAT du Bec au Chambon-Feugerolles. C'est des meubles qui ont été pensés et créés par les usagers de l'accueil de jour à l'OS. On a nettoyé déjà les murs, on a fait de très beaux dessins. Après, aujourd'hui, là, il y a 2 meubles merveilleux. Et puis, on verra la suite. Hein. De travailler en local, c'est important pour nous. Nous, on est à moins de 5 minutes en voiture. Oui, c'est important. Et puis de travailler aussi pour les autres associations du quartier ou voilà, de la ville, c'est intéressant. C'est très bien. Pour moi, ça sera bien rangé. Et même pour celles qui travaillent, les dames, ça leur fera du bien aussi. Hein. Et nous aussi, quand on voudra quelque chose, on trouvera mieux les choses. Que ce lieu il puisse être utilisé par d'autres partenaires de territoire pour créer en fait des activités, des journées thématiques, enfin voilà, vraiment des moments de partage où chacun quitte sa place, soit de malade, soit de personnes ayant certaines difficultés et que chacun se retrouve autour d'un moment humain en fait. On reçoit 2 nouveaux invités en plateau sur notre émission Il est l'heure, Monseigneur. Bonjour, vous êtes Cyril Torémocha et vous êtes Aurore Damour. Merci à vous d'être venu parler de la prévention routière. Cyril Torémocha, je vous présente, vous êtes délégué départemental bénévole de la Loire au sein de la prévention routière. C'est une association. Aurore Damour, vous êtes chargée de mission au sein de l'association. Je me retourne, première question, vers vous d'abord, Cyril Torémocha. Vous êtes engagé pour la prévention routière suite à un grave accident de la route. C'est pour éveiller les consciences ? C'est un petit peu, oui, effectivement, le relais d'éveiller les consciences. Après, à dire, je me suis engagé dans la prévention routière dû à mon accident, non, puisqu'en fait, j'ai grandi par le biais de la sécurité routière, la prévention routière, puisque mon papa était policier, donc au plus jeune âge, j'ai pu baigner dedans. J'ai pu bénéficier de mon premier permis, qu'on appelle aujourd'hui une attestation de première éducation routière, par le biais de l'association prévention routière. Et quand j'ai réalisé que ma reconstruction allait être longue, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je donne du sens et que je continue à avoir une vie sociale, en fait, pour tous les jours. Donc, je me suis engagé dans l'associatif pour réaliser les tâches qu'on va parler. Voilà. On va en parler parce qu'il y a des campagnes de sensibilisation tout au long de l'année, hein, c'est vraiment vous, votre mission. On va regarder d'abord un reportage qui parle des mobilités douces, c'est-à-dire le vélo, la trottinette, mais aussi être à pied. Parce qu'en fait, ces campagnes, j'ai envie de dire, ça touche vraiment le grand public, c'est un peu le but. Hein. Et on va parler de comment bien être vu quand on circule. Quelles précautions doit-on prendre quand on est à vélo, quand on est en trottinette ? Les réponses dans le reportage. Alors franchement, la cohabitation, elle n'est pas toujours simple. Pour l'empreinte carbone, super cool, mais ouais, cohabitation, ça serait à repenser, je pense. Les pistes cyclables sont difficiles à prendre partout, notamment pour descendre de Bellevue jusqu'à Jean Jaurès. Je passe sur les voies de tram. Les déplacements doux, c'est tous les déplacements qui ne sous-entendent pas d'émettre de la pollution, donc consommer du carburant. On va retrouver les vélos, la marche à pied, bien sûr, ça va rentrer dans les mobilités actives. Et on va retrouver aussi les trottinettes, les vélos électriques, tous ces engins qui fonctionnent avec un moteur électrique, donc sans émission. On se déplace en trottinette ou en vélo, et il y a des règles communes, notamment celle de se déplacer toujours autant que possible sur les voies réservées, les pistes cyclables ou les voies cyclables, qui nous mettent à l'abri des voitures. Celle aussi de respecter la signalisation, respecter les feux notamment. Les feux sont valables pour tout le monde, qu'on soit en voiture ou en vélo ou en trottinette. Après, lorsqu'on est en trottinette, il y a une série de règles supplémentaires qui vont s'appliquer, notamment celle de ne pas excéder 25 km/h de vitesse maximum, celle de n'avoir le droit de se déplacer qu'à une seule personne par trottinette, pas deux, une seule personne par trottinette. Et on rappelle qu'en trottinette, c'est rien dans les mains, rien dans les oreilles, on garde les mains bien sur le guidon,
on ne manipule pas son téléphone ou quoi que ce soit d'autre. Porter un casque, c'est pas obligatoire, mais c'est largement indispensable. Le casque limite de plus de 70% les risques de blessures à la tête qui sont les premières causes de mortalité. Parmi la nouvelle signalisation qu'on voit apparaître dans l'espace public, il y a ce petit nouvel arrivé, le tourne à droite cycliste. Ça, c'est un panneau qui donne le droit aux cyclistes et donc aux trottinettistes également de tourner à droite, même lorsque le feu est rouge, puisque lorsqu'on tourne à droite, on ne croise pas d'autres voies de véhicules. Il donne le droit de tourner à droite lorsque le feu est rouge, mais attention, il ne donne pas la priorité. Donc lorsqu'on le fait, on fait toujours bien attention. Alors, comment on fait pour traverser la route? On fait comme on a appris à l'école. On regarde un peu à gauche, un coup à droite, on rejette un coup d'œil à gauche et on traverse à vitesse constante, tranquillement, en s'assurant qu'il n'y a rien qui vient en travers. Et un petit conseil lorsque vient l'hiver et que la nuit tombe plus tôt, pensez à s'habiller un peu différemment de moi, dans des habits plus clairs, de façon à être vu de plus loin. Toutes ces nouvelles règles qu'on voit arriver dans l'espace urbain, elles sont là pour nous permettre à tous de nous déplacer en toute sécurité, d'avoir une mobilité agréable et facile, quel que soit son moyen de transport. Et elles sont là pour nous rappeler que d'abord et avant tout, il faut se souvenir que la route est un espace partagé. Le message de la prévention routière, c'est bien sûr, on partage la route. Dans le reportage, Gaspard Michardière le dit, on va le redire. Je me retourne vers vous, Aurore Damour. Il y a des actions qui sont menées sur le territoire ligérien. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns, et notamment un qui s'intitule Lumière et Vision? C'est quoi? Oui, alors l'association Prévention routière organise chaque année une campagne nationale qui s'appelle Lumière et Vision et qui a pour objectif de sensibiliser tous les modes de déplacement, donc que ce soit voiture, trottinette, cycliste, piéton, à l'importance de bien voir et d'être vu. Donc nos bénévoles se rendent en place publique, dans des lieux de forte fréquentation, pour sensibiliser les personnes à cette importance de bien voir et d'être vu, d'être bien équipé et de bien communiquer avec les autres usagers. Cyril Toré-Mochat, c'est vous, bénévole, qui êtes donc sur le terrain. Ça se passe où sur notre territoire? Vous en faites où des actions? On a pu réaliser place Jean Jaurès et également place Grenette à Montbrison. Donc merci à Ville de Saint-Étienne et à Ville de Montbrison de nous avoir accueillis aussi pour faire ce bel événement. La sécurité routière, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est pour tout le monde, la prévention routière, pardon. La prévention routière, c'est important. Et est-ce qu'on peut aussi s'arrêter sur notre public senior? On a des seniors qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on leur dit pour être prudent sur la route? Vous qui êtes sur le terrain, Cyril Toré-Mochat, quand ils viennent vous voir? Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit qu'on les encourage à continuer à conduire, qu'il faut qu'ils conservent leur mobilité. On va leur donner des petites astuces pour ne pas se mettre en péril. On va peut-être leur dire de différer peut-être leur départ par rapport aux fortes heures de trafic. On leur parle régulièrement des facteurs de risque, par contre. Voilà. Après une grosse journée, il faut prendre en compte qu'on est peut-être âgé, une vision qui a commencé à s'user. On peut avoir un peu de fatigue, un peu de pluie. Et quand on remplit ce fameux vase de roche, que nous on appelle, quand on remplit des risques, au bout d'un moment on aboutit à un accident. Alors, il y a des choses qu'on peut peut-être pas forcément enlever. Quand on a passé une journée, on est fatigué, le médicament on ne peut pas l'enlever. Mais voilà, on va leur donner des solutions en leur disant prenez en considération que vous êtes fatigué, que vous avez pris des médicaments, donc ralentissez peut-être un petit peu. On encourage vraiment les personnes à aller voir leur médecin traitant pour faire des actions de prévention, vraiment vérifier leur vue, si tout va bien. Donc, et l'objectif pour eux, c'est de rester mobile le plus longtemps possible et en sécurité. Bien sûr, qu'on soit bien sûr à pied ou en voiture, enfin voilà, ça peut être... Peu importe le mode de déplacement. D'autres ateliers encore qui se déroulent et que vous mettez, vous, en place, c'est avec des escadrons de la gendarmerie, donc ça peut arriver de voir des bénévoles avec des gendarmes. On peut venir vous voir, il ne faut pas avoir peur en fait, c'est un message qu'il faut donner aussi aux téléspectateurs, on vient vous voir pour vous poser des questions et puis vous nous donnez des conseils, comment ça se passe? Nous, c'est des très belles demi-journées, ces journées-là, puisqu'on fait cohabiter tout le monde avec effectivement les forces de gendarmerie. C'est une action qui est très, très bien vue par la population du reste. Voilà, parce qu'on s'habitue à faire des petits écarts tous les jours, une petite bande de stop lissée, le trajet est court, je ne mets pas la ceinture, l'école est pas loin, je vais faire passer mon enfant devant. Puis on se rend compte que c'est souvent sur les trajets les plus courts que c'est le plus accidentogène. Voilà, donc il y a un petit rappel à l'ordre sur ces journées-là, donc sur des petites contraventions. Donc les gendarmes les récupèrent sous la route, ils les amènent à nos ateliers.
leur fait une petite campagne de sensibilisation. Je parle bien de Donc, en fait, sensibilisation et pas moralisation, parce que nous ne sommes pas là pour faire de la moralisation. Mais pour que ça soit bien clair, pour nos téléspectateurs, en fait, c'est si on fait une sorte de petite infraction au code de la route, on peut être amené à ces ateliers de sensibilisation, c'est ça? Un oubli de clignotant, une ceinture. Alors le téléphone, c'est un peu particulier, parce que le téléphone, maintenant, ils sont à cheval dessus, et ça fait plus partie des petites contraventions, le téléphone en main. Mais voilà, après, ce sont des prétextes aussi pour faire aussi une révision sur comment bien mettre son clignotant dans un giratoire. C'est vrai. Ça peut être aussi la petite révision de j'ai pas mis ma ceinture parce que c'était le petit trajet. Ce sera le prétexte aussi pour dire est-ce que vous savez comment se positionne bien une ceinture sur notre corps de façon à pas aggraver les blessures en cas d'accident. Une ceinture bien positionnée, elle va diminuer les blessures. Si elle est entortillée, elle risque d'aggraver les blessures. Voilà, donc en fait, tout est à prétexte à faire de la prévention. En tout cas, votre rôle est très important auprès des populations, auprès des Ligériens, j'ai envie de dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Aurore, peut-être? Alors n'hésitez pas à venir nous voir, voilà, si vous nous croisez en action. Nos bénévoles ont de beaux gilets rouges et sont toujours impatients de vous accueillir, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez être bénévole à l'association Prévention Routière, n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site internet de l'association et à nous laisser un petit mot, on vous recontactera rapidement. Très bien, parce que vous êtes bénévole, je le rappelle, Cyril. Merci infiniment à tous les deux, Cyril Torremocha et Aurore Damour, d'avoir été nos invités. Merci à vous. Constituer un arbre généalogique, vous êtes curieux de découvrir qui étaient vos ancêtres et si vous faisiez vos premiers pas en généalogie. Les archives départementales de la Loire mettent en place des ateliers pour présenter les différentes sources vous permettant de recouper les informations généalogiques afin d'aller plus loin dans vos recherches découvertes. Faire ses premiers pas en généalogie, c'est possible. Les archives départementales de la Loire vous accueillent librement et vous accompagnent dans vos démarches, comme lors de cet atelier. Celui-ci, c'est notre petit trésor, est le plus ancien de France avec les 3 mentions baptême, mariage, sépulture. Et il date non pas de 1600 et quelques, mais de 1469. Alors cet atelier se présente comme un état des sources pour faire sa généalogie. Il ne s'agit pas d'expliquer aux gens comment on construit son arbre généalogique, mais comment on complète et comment on peut essayer d'établir une histoire familiale de ses propres ancêtres. Mes parents sont arrivés à Saint-Étienne en 1943 et j'avais envie de savoir ce qui s'est passé un petit peu avant et puis ce qu'ils ont fait comme... parce qu'on ne sait pas tout en fait, ce qu'ils ont fait comme profession. Ça m'intéresse, voilà. Nous conservons tous les registres d'état civil et les registres paroissiaux, mais on peut compléter ces recherches à partir d'autres types d'archives comme les listes nominatives de recensement, les fiches matricules et les archives d'origine fiscale ou même des minutes notariales, surtout des minutes notariales qui sont extrêmement riches. Pour savoir par rapport à l'informatique, par rapport à où faut-il s'adresser. Parce que quand il y a plusieurs, comme moi je suis sur le département de la Haute-Loire, donc j'ai la Haute-Loire, la Loire, pour savoir où on peut s'adresser. Puis quand il y a des étrangers aussi dans la famille. Alors, le seul indice que ça m'a donné, c'est au niveau des archives notariales. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de refaire des recherches généalogiques. J'avais commencé il y a 40 ans de ça, lorsque les archives étaient corforielles. Donc, et puis mon emploi du temps professionnel me laissait le temps d'y aller l'après-midi. Donc après, bon, le travail a fait que je n'ai plus pu. Et j'ai repris il y a 2-3 ans mes recherches généalogiques. Ne vous contentez pas d'une seule vue, allez voir dans les vues qui suivent. Je suis venue justement pour voir si ça pourrait m'apporter des réponses. Donc effectivement, je vais revenir dans quelques temps, consulter les registres. Pourquoi on le fait? C'est une curiosité, évidemment c'est pour connaître ses ancêtres, son histoire familiale et puis le plaisir de la recherche tout simplement. Évidemment qu'on peut faire cette généalogie quand on est jeune, mais on n'a pas forcément beaucoup de temps à soi. Quand on est retraité, on peut s'organiser et venir en salle de lecture et même passer des soirées sur notre site internet. Les archives départementales proposent chaque mois des ateliers de découverte et d'initiation à la recherche, gratuits et ouverts à tous. À présent, je vous donne quelques idées de sorties sur notre territoire ligérien. Il y en a pour tous les âges et pour toutes les envies.
Venez vivre une formidable expérience sportive et festive. Soyez au rendez-vous de la 2e édition du Marathon de la bière. Sportif, non sportif, pour la performance ou pour la fête, tout le monde a ses raisons d'accrocher un dossard. Un événement accessible à tous, avec 3 distances proposées. Déguisement, musique, animation et dégustation sur le parcours seront aussi au programme. Rendez-vous aussi au prieuré de Pommiers-en-Forêt, qui se transforme en atelier d'artistes amateurs le temps d'une journée. Saisissez cette occasion de vous essayer au croquis, ou tout simplement flâner et trouver l'inspiration entre les piliers du cloître. Curieux, débutants ou pratiquants confirmés, vous serez tous les bienvenus. À la fois ludique et pédagogique, la manifestation Couleur Nature, véritable fête du développement durable, réinvestit le château de Boutéon pour une 12e édition riche en ateliers et animations. L'événement déploie dans le parc du château de Boutéon de nombreux stands et activités en majorité gratuits et accessibles à toutes les générations. Avec aussi un programme riche en jeux et spectacles destiné à toute la famille pour apprendre en s'amusant. C'est la 20e édition de la Nuit européenne des musées. Rendez-vous incontournable, il permet à tous les publics de visiter gratuitement en soirée et dans une ambiance festive plus de 3000 musées en France, en Europe et dans notre département. À cette occasion, les musées ligériens proposeront de découvrir autrement leurs collections et expositions temporaires. Et à ne pas rater, des visites commentées, des animations en plein air, du spectacle vivant, de la musique, de l'art culinaire, des projections et autres festivités insolites. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour un prochain numéro d'Il est l'heure Monseigneur.